Mesdames et messieurs, bonjour. Chers amis de l'échiquier africain, voici la 3e édition de notre agréable programme. Ce vendredi 20 mars 2026, je voudrais affronter de bon cœur 3 questions. L'Union européenne peut-elle faire la morale au Niger? Les élections en Afrique sont-elles gage de la légitimité des régimes politiques? Enfin, l'autonomie énergétique de l'Afrique est-elle réalisable à court terme? Commençons sans plus tarder par la première question. L'Union européenne peut-elle faire la morale à la République du Niger? Le 12 mars 2026, une résolution de l'Union européenne, donc du Parlement de l'Union européenne, a défrayé la chronique politique internationale. Cette résolution, faite par 555 députés votants, dont 524 ont marqué leur accord, 2 ont marqué leur désaccord et 29 se sont abstenus, enjoint à la République du Niger, un État africain, membre de l'Union africaine et membre de l'Alliance des États du Sahel, de libérer immédiatement et sans condition l'ancien président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, au motif que celui-ci serait détenu dans des conditions arbitraires. Porté par le général Christophe Gomard, eurodéputé français, par ailleurs vice-président de la Commission Sécurité-Défense, et connu pour avoir participé dans les décennies précédentes à plusieurs opérations interventionnistes et néocolonialistes de la France en Afrique, cette résolution est une incongruité à 3 niveaux. D'abord, au niveau géographique, l'Union européenne, c'est une organisation internationale d'États du continent européen. Elle est constituée de députés représentant les nations souveraines européennes. Alors que le Niger est un État du continent africain, membre de l'Union africaine et de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. La première question qu'on a envie de se poser, mais quel est le rapport entre ce que décident des députés européens souverains et ce qui a été décidé par l'État souverain du Niger, le peuple du Niger, ou en tout cas les membres de la communauté politique nigérienne? Aucun rapport. Mais en fait, le seul fil ténu de cette ingérence saugrenue des députés européens dans les affaires intérieures du Niger, mais c'est la tradition négrière, raciste, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste dont l'Occident ne veut pas se passer. Il n'y a aucune espèce de fondement, d'un point de vue juridique, d'un point de vue du droit international, à ce que des députés européens prennent l'initiative de dire à la République du Niger, aux autorités légales et légitimes de la République du Niger, ce qu'elles ont à faire. La question se repose donc. L'Union européenne peut-elle faire la morale au Niger? Pour faire la morale à un pays, il faudrait essayer de se demander si on respecte soi-même ce qu'on lui reproche. Il est reproché par les députés européens, qui n'ont d'ailleurs aucun titre à juger des affaires intérieures nigériennes, la détention soi-disant arbitraire de l'ancien président nigérien Mohamed Bazoum. Il faut se demander si l'Occident politique, incarné notamment par l'Union européenne, s'est rendu coupable ces derniers siècles, au vu et au su de tous les historiens de ce monde, de détentions arbitraires d'êtres humains ou pas. Qu'est-ce que la traite négrière? C'est la détention et la déportation arbitraire de millions de personnes. Qu'est-ce que la colonisation? Elle n'a pas été possible sans des détentions barbares, des exterminations, des massacres, des génocides. Et qu'est-ce que la néocolonisation et qu'est-ce que les guerres impérialistes que nous observons dans le monde, auxquelles participent de nombreux États de l'Union européenne? Ce sont des guerres d'exportation, de déportation, des guerres d'extermination, des guerres de génocide, des guerres de déstabilisation terroriste de la planète afin d'en piller constamment les ressources au détriment, des peuples américains, africains, asiatiques et des îles des océans Atlantiques et Indiens. Donc la pratique historique de l'Europe est une pratique arbitraire, est une pratique agressive, est une pratique brutale. L'Europe politique est responsable de la chaotisation de la planète.
Comment un continent politique, une organisation politique, qui ne s'est pas amendé, qui n'a pas jugé, qui n'a pas condamné, qui n'a pas réparé les crimes négriers, les crimes coloniaux, qui n'a pas réparé, qui n'a pas jugé, qui n'a pas condamné les crimes contre l'humanité perpétrés à l'occasion de la pénétration de la domination coloniale et par la suite, à travers les guerres de proxys, les guerres civiles instrumentalisées, de nombreux coups d'État, aux quatre coins du monde pour pouvoir assurer son hégémon, comment une telle union peut-elle faire la morale à la République du Niger? Il est absolument inconcevable que l'Union européenne, ne s'étant pas elle-même soumise au jugement moral de l'ensemble de la communauté politique humaine, s'arroge le droit de donner des injonctions à une république, qui plus est, non européenne, en tout cas, soumise à aucune sorte d'obligation envers la convention ou les conventions fondant l'Union européenne. Je conclus donc ce premier sujet en disant l'Union européenne ne peut pas faire la morale au Niger. Les raisons pour lesquelles l'ancien président nigérien est détenu, à savoir la haute trahison, à savoir la collusion avec les organisations terroristes et l'alliance avec les puissances néocolonialistes et impérialistes au détriment de son peuple, sont des raisons valables du point de vue du peuple du Niger, du point de vue des autorités légales et légitimes du Niger. Et on comprend que l'Alliance des États du Sahel est publiée hier, 19 mars 2026, un communiqué dénonçant cette ignominie. Abordons à présent le second sujet de cet échiquier africain du 20 mars 2026. Les élections en Afrique sont-elles gage de la légitimité des régimes politiques? On a pris une étrange habitude, c'est de croire que les régimes politiques sont légitimes dans le continent africain dès lors qu'ils organisent ce rituel, cette espèce de kermesse, cette espèce de grande cérémonie de théâtre politique qu'on appelle les élections. Ainsi, croit-on, et c'est une opinion fort répandue, dès lors qu'il y a eu des élections municipales, législatives, présidentielles dans un pays africain, ceux qui en sont les bénéficiaires et qui sont proclamés élus garantissent la légitimité du système politique du pays concerné. Or, cette approche de la question électorale relève de la superficialité intellectuelle. Il s'agit là, en réalité, d'une légitimation du théâtre, du carnaval, de la politique spectacle. Car, en fait, l'élection est une procédure de délégation de pouvoir d'un peuple à des dirigeants qui ne peut pas se faire si un certain nombre de conditions ne sont pas remplies. Or, si vous regardez bien, dans la plupart des pays africains aujourd'hui, où sont organisées des élections municipales, législatives ou présidentielles, vous observerez qu'il y a 5 conditions élémentaires pour qu'on puisse parler d'une élection exprimant la légitimité du régime qui ne sont jamais remplies. La première condition élémentaire, c'est l'absence d'une institution électorale indépendante, avec un processus électoral qui n'est pas l'objet de la prédation d'une partie des forces politiques et notamment du pouvoir en place. La deuxième condition qui manque, c'est l'absence d'une justice électorale, d'un pouvoir judiciaire capable d'arbitrer entre les prétentions des compétiteurs électoraux. La troisième condition qui manque, c'est l'absence de transparence dans la plupart des financements des processus électoraux africains. La quatrième condition qui manque, c'est l'ingérence et l'instrumentalisation des forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie et l'armée, par le pouvoir contre les opposants politiques. Et il y a une cinquième condition qui manque. C'est constant dans la plupart des pays africains, c'est l'absence d'inclusion de l'ensemble du corps politique dans le jeu électoral. Des dirigeants qui se sont accaparés des moyens de l'État, qui se sont accaparés de l'institution électorale, qui se sont accaparés des cours constitutionnels, des dirigeants qui se sont accaparés par anticipation sur tapis vert du résultat des élections, ne peuvent pas se prévaloir de ces élections pour revendiquer une quelconque légitimité politique. Or, dans la plupart des pays africains, issus du processus colonial et néocolonial français, britannique, lusophone, hispanophone, mais même du processus colonial
arabophones, dans tous ces pays, il est clairement observé que les processus électoraux sont de pure mascarade, de pur spectacle, qui cachent mal, en réalité, la confiscation a priori du pouvoir par le tenant de l'appareil d'État. Les élections ne sont pas gages de la légitimité des régimes politiques. Ce sont les processus politiques qui encadrent les élections, les mesures de transparence, les mesures d'objectivité qui encadrent le processus électoral qui peuvent lui donner un rôle clé dans l'exercice légitime du pouvoir. Il faut donc qu'on se débarrasse du voile électoral pour s'intéresser au système politique dans son entier si on veut donner légitimité au régime politique en Afrique. La troisième et dernière question que nous abordons dans cette émission du 20 mars 2026, l'échiquier africain, c'est celle de savoir si l'autonomie énergétique de l'Afrique est réalisable à court terme. L'une des caractéristiques des sociétés africaines contemporaines, c'est qu'elles sont presque toutes en crise d'énergie. Les économies africaines sont maintenues dans un sous-développement structurel parce qu'elles sont notoirement incapables de mettre à la disposition des producteurs, des distributeurs et des consommateurs de biens et services l'énergie nécessaire pour faire travailler l'industrie, travailler l'artisanat, travailler le commerce, pour faire fonctionner les institutions de l'efficacité et de l'efficience sociale. Or, paradoxalement, avec ces 30 415 873 km², l'Afrique est bourrée de sources d'énergie naturelle. Elle est bourrée de pétrole, de charbon, de gaz naturel, les énergies fossiles. L'Afrique est remplie d'uranium. Elle a donc potentiellement de l'énergie nucléaire. L'Afrique est pleine d'énergie verte, que ce soit l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique, la biomasse ou la géothermie. Une question se pose et s'impose à tous. Pourquoi l'Afrique continue-t-elle d'être le théâtre de crises énergétiques sévères? Pourquoi le retard industriel de l'Afrique stagne-t-il? Pourquoi ce retard persiste-t-il? La réponse est très claire. Nous avons 3 problèmes à résoudre. Si nous voulons que l'autonomie énergétique de l'Afrique se réalise à court terme, d'abord, il y a la question de la volonté politique des peuples et des dirigeants africains. La volonté politique, elle vient de la décision fondamentale suivante. Qui décide de l'organisation de la socio-économie? Qui décide de l'organisation de la socio-politique africaine? Si ce ne sont pas les peuples et les dirigeants que veulent les peuples, il est inévitable que les politiques industrielles, les politiques de développement qui vont être menées ne seront pas l'expression des aspirations profondes des populations, encore moins de dirigeants émanant de ces populations. Il faut donc des révolutions sociales, politiques, des révolutions culturelles et économiques qui fassent que ceux qui dirigent les nations africaines soient les porteurs des aspirations des peuples, notamment l'aspiration à l'autonomie énergétique. Il y a un deuxième niveau qui est extrêmement important. C'est celui de l'éducation scientifique et technologique des populations africaines. En effet, une population correctement éduquée sera capable de transformer, d'extraire d'abord, mais également de transformer les énergies fossiles, les énergies nucléaires et les énergies vertes et renouvelables disponibles dans la nature africaine. Nous devons donc investir massivement dans la formation scientifique et technologique des générations africaines actuelles. Il y a un troisième niveau, c'est qu'on est capable d'aller à l'autonomie énergétique africaine si on accepte le principe de la mutualisation régionale et continentale des moyens. Je m'explique. En fonction de la géographie de chacun des pays africains, sont disponibles davantage telle énergie fossile, telle énergie nucléaire ou telle énergie verte renouvelable. Si les États africains acceptaient d'aller dans les processus d'intégration régionale et continentale, ils pourraient mutualiser leurs efforts pour créer des pôles d'énergie fossile autour des États détenteurs de réserves pétrolières, de réserves de charbon, de gaz naturel. Ils créeraient des pôles, énergétiques autour des États détenteurs d'énergie nucléaire, d'uranium, dans leur sol. Ils créeraient, pour l'ensemble du continent africain, des pôles d'énergie verte renouvelable, d'énergie durable, qui par la suite seraient redistribués dans une péréquation harmonieuse entre les différents États. C'est donc la volonté politique, l'éducation scientifique et la mutualisation des moyens dans le cadre de l'intégration régionale et continentale qui peuvent nous permettre
d'accélérer l'autonomie énergétique de l'Afrique. Et c'est un enjeu fondamental de souveraineté. Je vous remercie.